Bonjour à tous et bienvenue sur notre workshop qui concilie transition environnementale et transition numérique. Et je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné de l'agence d'architecture ADMA, architecte urbaniste paysagiste, accompagné bien sûr de Alexis et de Zeynep qui vont tous les deux vous partager un peu ce retour d'expérience au travers des solutions Time2Beam, mais plus largement au travers de leur stratégie dédiée à la transition environnementale de l'agence. Alors très rapidement, en ce qui concerne du coup la startup Time2Beam, la startup Time2Beam est une startup qui propose des solutions logicielles qui permettent aux acteurs d'avoir accès. Alors c'est juste la slide juste après. Tac. Petit problème technique. Voilà, donc nous, notre objectif à nous, c'est rendre les études carbone le plus simple possible, le plus lisible et le plus automatisé possible. Et donc ça, on y arrive au travers des technologies qu'on développe au quotidien sur toute la chaîne de valeur d'un projet. Et voilà, je suis ravi de pouvoir leur laisser la parole. À vous de jouer. Merci Camille. Alors je vais commencer par présenter l'agence ADMA. Donc l'agence ADMA, c'est une agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Nous sommes implantés à Paris, à Bruxelles, à Nantes et à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est un collectif de 8 associés qui dirigent l'agence. C'est une agence qui existe depuis 2001, donc on va fêter cette année nos 25 ans d'existence. Avec des projets majeurs, des projets emblématiques. L'agence s'est fait connaître, par exemple, je vais en citer quelques-uns, par le projet des bassins à flot, projet urbain en 2009 à Bordeaux. Beaucoup de logements. On a livré en 2010 un projet emblématique pour l'agence qui est le projet des Gables à Dunkerque. En 2015, le ministère des Armées à Paris-Ballard, on développe actuellement des grands projets militaires pour le nouveau QG de l'OTAN en Belgique et également pour le nouveau ministère de la Défense belge. Des infrastructures, des projets d'infrastructures avec 2 gares du Grand Paris en cours de chantier. Et pour citer des projets plus récents et plus modestes, mais avec des ambitions environnementales importantes, nous avons actuellement en cours un projet, un chantier en construction bois pour une école à Mainvilliers. Et nous avons livré en 2025 la Maison de l'écologie, un projet pilote en termes de réemploi, puisque nous avons réutilisé 30 tonnes de gravats sur site en réemploi. Donc il y a une démarche à l'agence ADMA d'innovation et de recherche et de développement qui est portée par l'agence depuis son origine. Ça se manifeste de différentes manières, mais notamment à travers des publications, des projets de recherche. Nous avons une plateforme de recherche à l'agence. À titre d'exemple, le dernier grand projet qui a fait lieu d'une publication, c'était Terre, Terrain, Territoire, avec une exposition itinérante sur la question du sol. Et donc le BIM s'inscrit tout à fait dans cette démarche d'innovation. Nous faisons du BIM depuis plus de 10 ans à l'agence. En 2015, nous étions partenaires entreprise, parmi les premiers partenaires entreprises du master spécialisé BIM de l'ESTP, École des Ponts et Chaussées. En 2022, pour faire un grand bond dans le temps, nous avons consolidé et créé une cellule BIM avec 4 experts à l'agence, une petite équipe que j'ai le plaisir de diriger, qui sont consacrés à plein temps à la question du BIM, à l'accompagnement des équipes à l'agence, mais qui travaillent aussi sur des projets de recherche et développement dans la sphère du numérique. Et donc en 2024, ce partenariat avec Time2Beam que nous avons lancé, et qui s'avère très fructueux, que nous continuons aujourd'hui avec une stratégie aussi que nous avons élaborée, qui consiste à chercher à résoudre l'équation complexe de la qualité d'usage, du bas carbone, de l'économie, comment concilier ces 3 enjeux dans nos projets. Pour cela, on se dote d'outils et de méthodes, ces outils et ces méthodes sont toujours en lien avec le BIM. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, nous développons l'intégralité de nos projets sous forme de maquettes BIM. Et donc, nous nous servons de ces bases de données pour relever ces défis sur la question de l'économie avec un logiciel qui s'appelle Attic Plus. Nous avons développé également un outil en interne pour piloter, monitorer la question de la qualité d'usage, qui est très importante. Et nous ne voulons pas que cette qualité d'usage soit le maillon faible dans cette équation à 3 facteurs.
Et enfin, pour en venir à la question qui va nous intéresser aujourd'hui sur le carbone, avec le partenariat avec Time2Beam. Quelques exemples de missions que nous menons sur le carbone, donc des calculs ACV classiques, je dirais, sur des projets d'architecture, donc de la phase concours, faisabilité, jusqu'à la fin des études à la phase projet. Nous avons démarré récemment des missions d'AMO aussi, donc plutôt sur des questions de faisabilité, vérification de faisabilité économique et carbone. Et également des missions sur des projets à l'échelle urbaine, puisque nous sommes également urbanistes, et toujours avec cet objectif de concilier la question de l'économie et du carbone. D'autres usages aussi, par exemple sur le calcul de la part de carbone économisée grâce au réemploi, notamment, c'est une démarche que nous avons menée sur le projet que je citais tout à l'heure de Maison de l'écologie, où il y avait une forte démarche de réemploi. Donc voici une image qui illustre un peu la façon dont on se positionne sur tout le cycle de vie du projet, en tout cas sur la partie études, et donc très en amont puisque nous intervenons sur des projets urbains au moment où aucun architecte n'est encore désigné, et de manière transversale sur des missions AMO. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un retour d'expérience. L'année dernière, sur le stand de Time2Beam, nous présentions un projet qui était celui de Dunkerque, donc vraiment avec un cas d'usage axé sur un projet d'architecture en phase d'études. Aujourd'hui, on a fait un pas de côté pour vous parler d'urbanisme. Et avec ce projet ZAC Nouvelle Centralité, qui se situe à Carrières-sous-Poissy, donc qui est un projet qui est porté par l'aménageur EPAMSA. C'est un projet qui a démarré en 2010, donc vous voyez que ce sont des projets au long cours. Un périmètre de plus de 47 hectares, dont 10 hectares de parcs habités. Pour le programme, je donne quelques chiffres clés. On a 360 000 m² SDP, donc surface de plancher, de logement, des équipements, 2 écoles, un lycée, une halle couverte et un commerce. Avec une situation géographique particulière, puisqu'on se situe dans une boucle de la Seine, ce que vous voyez ici sur l'image de gauche. Et donc l'ambition du projet, c'était de recréer un lien et une continuité entre les rives de Seine à l'échelle du paysage et la plaine maraîchère qui est située plus au nord du projet. Et pour ce faire, nous avons déployé un vaste parc habité qui s'articule avec une nouvelle centralité et donc des espaces publics et des équipements majeurs, et notamment une halle couverte avec donc une thématique autour des loisirs et du bien manger. Et ce grand parc, cette nouvelle centralité devient un élément fédérateur pour toute la ville de Carrières-de-Poissy et les différents quartiers qui sont articulés, qui sont déployés dans le cadre de la ZAC autour de ce parc. Alors, avant de passer la parole à Zeynep, je vous résume le contexte du cas d'usage que nous présentons aujourd'hui pour que vous compreniez bien. Donc, on est bien dans un contexte de projet urbain, une ZAC. Notre mission, c'est celle d'un urbaniste coordinateur. Nous avons pris l'initiative de proposer cette mission carbone que nous allons vous montrer aujourd'hui à l'aménageur EPAMSA. Et on se situe dans une phase opérationnelle, donc pour comprendre sur le temps très long, depuis 2010, en fait certains lots sont déjà livrés aujourd'hui, sont déjà achevés. La réalisation de la ZAC se fait de manière progressive en commençant par les franges extérieures et vient se resserrer autour de la nouvelle centralité. Et donc aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à des projets qui sont en phase opérationnelle. Donc les architectes sont déjà désignés, commencent à travailler, mais n'ont pas encore présenté leur projet. Et donc les objectifs étaient de vérifier la validité des prescriptions urbaines et notamment environnementales qui sont ambitieuses sur le projet. Vérifier la faisabilité carbone et économique, en sachant qu'évidemment il y a une mise à jour réglementaire à faire par rapport à la RE 2020, puisqu'en 2010 ce sujet n'était pas sur la table. Et enfin engager un dialogue éclairé avec les opérateurs que nous allons suivre dans le cadre du suivi opérationnel et de nos ateliers urbains. Je passe la parole à Zeynep. Donc oui, comme l'a dit Alexis, en fait le projet de Carrières-sous-Poissy, il s'est fait sur un temps très long vu qu'il a commencé en 2010. Et en fait le gros enjeu sur ce projet, c'était de vérifier la faisabilité économique des objectifs carbone aujourd'hui et des prescriptions urbaines au lancement de la phase opérationnelle, sachant que en termes de réglementation, de label,
On a pour objectif sur ce projet, pour tous les bâtiments, d'être au seuil RE 2028. Pour certains bâtiments, le label biosourcé au niveau 1 et 2. Et sachant aussi que l'aménageur, donc EPAMSA, fait partie de l'écosystème du pacte bois biosourcé du FIBois. Donc en finir avec le tout béton. Donc pour ce cas d'usage, on avait 3 documents comme données d'entrée. Donc le cahier des prescriptions environnementales, urbaines, paysagères et environnementales, les fiches de l'eau et également une étude de faisabilité faite par nos urbanistes en interne. Ces documents nous donnent comme données d'entrée 4 points majeurs. Donc des informations sur la programmation, des informations sur la morphologie, sur les intentions architecturales et sur les matérialités. Donc grâce à ces documents, on a pu établir une étude architecturale sur la programmation, le type d'usage, les surfaces allouées à chaque bâtiment, les typologies de logements qui étaient déployés sur cette ZAC, des informations aussi sur l'aspect architectural, donc le traitement des volumes, le traitement des espaces extérieurs, également des informations sur les intentions architecturales, donc présence d'infrastructures ou pas, de parking, le pourcentage d'ouverture, des informations sur aussi le traitement des toitures, donc des toitures parfois habitées, parfois non, et également des informations sur les matérialités. Donc on sait que certaines matérialités étaient proscrites, comme le bois pour tous les verticaux, le PVC pour les MEX. Et il y avait aussi des intentions de matérialité sur le revêtement de façade, donc sur l'aspect architectural sur toute la ZAC. Donc ici, on vous montre une image donc, de l'étude de faisabilité, donc des plans qui vont être du rez-de-chaussée, sur donc des informations sur les adressages, sur les usages qu'on va avoir au rez-de-chaussée. Également des informations sur les hauteurs, donc les types de morphologie. Ici, on avait aussi un plan pour l'infrastructure, donc pour l'impact des parkings sur les bâtiments, et un plan des tâches courantes qui nous donne aussi des indices sur le nombre de noyaux, sur la transversalité des typologies de logements. Donc avec tout ça, on a pu faire une hypothèse architecturale par bâtiment. Donc grâce à ça, on a pu vérifier donc, la surface de référence. On a pu avoir une surface CHAB théorique et factuelle. On a pu avoir des indices sur des éléments de quantité, donc sur les surfaces de façade, sur les surfaces de plancher, également sur la shot qui nous intéresse beaucoup à l'agence. Et on a pu faire un épandage de répartition typologique de logements, donc par typologie. Donc la deuxième étape, c'était justement de commencer à faire le travail sur Time to Beam. Pour ce faire, on a utilisé le module morphologique, donc, ce qui nous a permis en fait, de préciser nos quantités, donc au début de vérifier notre faisabilité architecturale déjà des bâtiments et de préciser encore plus nos quantités. Pour les hypothèses de matérialité, donc on s'est basé bien sûr sur les CPUPE et fiches de l'eau et on a pu établir une hypothèse commune donc, et des variantes sur les revêtements extérieurs et les revêtements de façade. Donc comme prestation commune, on a choisi de partir sur des dalles en béton bas carbone, sur des refends en SAD car le béton pour les verticaux était proscrit. On a choisi aussi d'aller vers des menuiseries extérieures en bois, de l'isolation en ITI en fibre de bois, des garde-corps également en bois, sachant qu'on avait le niveau 2 à atteindre pour certains bâtiments, donc on savait qu'il fallait mettre beaucoup de prestations comme de la peinture biosourcée, de l'isolation fibre de bois et beaucoup de bois. Pour les morphologies, on a choisi de partir sur des toitures qui vont être à 50% en charpente, bois, et à 50% en toiture terrasse, comme le précisaient les fiches de l'eau. Et pour les espaces extérieurs, 50% de loggia, donc qui vont être sur rue, et 50% de balcons qui vont être en cœur d'îlot.
Puis on a décidé de varianter donc, les matérialités pour les logements collectifs et les logements intermédiaires, sachant que pour ces deux typologies, donc, on n'a pas les mêmes objectifs en termes de label biosourcé, et aussi les hauteurs sont différentes selon ces typologies. Donc, typiquement pour des logements collectifs, on va avoir du R+5, R+6, et pour du logement intermédiaire, on va être plutôt sur des R+2, R+3. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est permis sur des logements intermédiaires, label biosourcé niveau 2, de partir sur des murs en ossature bois et du bardage bois. Et pour les logements collectifs, on est parti sur des murs en parpaing, donc en biobriques, et des revêtements de façade en enduit pour la majorité, et en traitant les fonds de loggia en bardage bois. Donc ici, c'est pour montrer le niveau de détail dans lequel on peut rentrer dans le module morphologique. Donc là, typiquement, je vous montre l'exemple de la composition de l'enveloppe en MOB, donc du bâtiment 4. Ici, on peut voir qu'on peut préciser la composition et on vient aussi ajouter donc de l'acier, car on sait forcément par expérience que forcément les murs, les mecs seront encadrés donc par de la tôle. Peut-être qu'il y aura aussi des déflecteurs en acier. Enfin, bref, on vient ajouter quand même un peu plus de matière pour se rassurer sur notre poids carbone et partir sur une hypothèse qui va être réaliste. Ensuite, une fois qu'on a nos morphologies qui sont dessinées sur Time2Beam et qu'on a donc des premiers résultats carbone, on va venir croiser ça avec notre outil qui nous permet de chiffrer donc, ce type de morphologie, ce type de projet en amont. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise en interne. Et on peut venir mettre en fait des prix face à ces prestations qu'on a choisies dans nos simulations carbone. Et cela nous permet de nous positionner en termes de coût de construction au mètre carré de chab et en termes de carbone. Donc ici, pour ce bâtiment, on voit qu'on est à 3-4 kg près d'atteindre le seuil 28 pour un prix de 1 760 € du mètre carré de chab. C'est la version qui est en parpaing biobrique. Et pour une version typique qui sera en mur ossature bois, on voit qu'on est pareil à quelques dizaines de kilos du seuil 28 pour un coût là qui va être beaucoup plus important, donc 2166 € du mètre carré. Donc ces résultats, ils nous montrent finalement que donc pour le label biosourcé, on va pouvoir l'atteindre confortablement. Pour le seuil RE2028, ces résultats nous rassurent quand même quant à l'atteinte de ce seuil. On sait que pour atteindre le RE2028, on est obligé de rentrer dans le détail, de choisir des fiches qui vont être très précises, alors qu'ici on n'est que à 17% de fiches fabricants, donc on sait qu'on a de la marge. On a aussi des leviers d'optimisation, donc on sait qu'on peut optimiser la surface de référence qui est la chab. Nous, on est parti sur une hypothèse qui va être la plus défavorable pour les bâtiments, donc on sait que là, on aura un peu de marge aussi. Pour la partie CVC, on sait qu'il y aura du chauffage urbain pour les lots, mais on a choisi quand même de partir sur un lot forfaitaire, car on est en phase très amont et donc on ne pouvait pas se permettre de préciser à ce point. Mais on sait que là, le CVC, il est à peu près à 20% de lycée construction, mais qu'on peut l'optimiser à minimum 15%. Et on pourra aussi penser à réduire le pourcentage d'ouverture à 18%. Pour le coup, on voit que la variante en MOB est beaucoup plus généreuse, mais les preneurs vont prendre les bâtiments au lot. Et donc on sait qu'au niveau du lot, ça s'équilibre à 1 950 € mètre carré, chab tout compris. Et donc ça nous rassure aussi par rapport au coût. Ici, je voulais juste vous montrer le cas d'un bâtiment donc, qui est un bâtiment collectif, où là, on est quand même assez loin de notre objectif RE2028. Donc on a une soixantaine de kilos à aller chercher pour un coût à 1631 mètres carrés du chab tout compris. Donc ici, on pense peut-être comme levier repenser la forme pour plus de compacité. C'est vrai que c'est le bâtiment qui est là en long, qui est une barrette assez longue. Et donc là, on va peut-être revoir notre morphologie de base. Merci Zeynep.
Donc pour conclure, je vais parler de l'approche carbone chez ANMA. Donc brièvement, les objectifs qu'on a atteints, qu'on estime avoir atteints aujourd'hui, c'est notre capacité à faire des calculs ACV en interne, en autonomie totale, puisqu'on fait ce travail-là. On a initié cette démarche depuis 2024. Et aujourd'hui, on estime qu'on a développé une compétence, voire une expertise sur ces questions-là. La formation des architectes sur l'ARE 2020 qui est une évidence, et les actions qu'on va mener pour l'année à venir, c'est donc évidemment de prolonger ce travail et de continuer à faire des calculs ACV et de proposer cette compétence aux aménageurs dans le cadre des projets d'urbanisme, également sous forme de mission AMO. Aussi la possibilité de proposer la mission à nos maîtres d'ouvrage en produisant des RS2E en collaboration avec nos partenaires BET, et la continuité dans la formation des architectes en interne, puisque nous animons des ateliers sur le sujet de la RE 2020 et des retours d'expérience sur tous nos projets. Et enfin, la prolongation du partenariat avec Time to Build. Merci. Merci à tous les deux. On peut les applaudir. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Bonjour. Vous avez parlé de variantes de matérialité tout à l'heure. Ça signifie que par rapport à cette histoire de réglementation, il y a un lien avec la base INIES, les fiches FDVS au sein de l'outil, dans l'utilisation? J'ai pas très bien entendu la question, mais je pense que c'était sur la question des variantes, la façon dont on... donc oui, l'outil Time to Beam nous permet de pousser très loin, vraiment dans le détail, cette question-là des variantes. À partir du moment où on développe un projet, on peut développer quasiment autant de variantes qu'on veut. Et en effet, on utilise cette fonctionnalité. C'est tout d'intérêt de pouvoir comparer et voir qu'est-ce qui se passe, quel est l'impact en temps réel sur l'ACV et le poids carbone d'un bâtiment en fonction de modes constructifs, de matériaux. Et on est connecté directement à la base INES et à CFDES. Alors, ce serait une question un peu double. La première, c'est cette approche amont carbone. Est-ce que vous la faites systématiquement ou seulement parce que là, vous aviez des labels biosourcés qui sont ambitieux? Alors, c'est 2028. Et deuxième question, est-ce que vous, en tant qu'archi, vous avez fait toujours appel au BET pour la RE 20 finale, enfin le dépôt, ou vous allez quand même aussi jusqu'au bout? Et est-ce que Time to Beam permet d'aller jusqu'au bout avec une certification RE 2020? Alors, sur le retour d'expérience d'aujourd'hui, c'est une démarche encore assez neuve chez nous, puisque c'est sur l'application au projet urbain. Mais on souhaite, en effet, c'est notre intention, le systématiser sur nos projets, pour avoir cette vision-là. Sur la partie architecture, on est parfois dans des situations où il y a des bureaux d'études qui sont désignés, donc nous n'avons pas la mission, mais ça nous permet de mieux dialoguer avec eux, et on essaye tant que possible de prendre cette mission pour avoir cette maîtrise sur les projets qu'on développe. On considère que les architectes sont les mieux placés pour ça. Je voudrais ajouter aussi que pour la partie faisabilité carbone en urbanisme, c'est une demande qui est de plus en plus croissante, qui vient de nos urbanistes en interne, mais aussi des maîtrises d'ouvrage qui demandent aujourd'hui à être rassurés de plus en plus par rapport à ça. Donc que ce soit nous sur nos projets urbains et même des missions AMO où on est là pour conseiller justement des maîtrises d'ouvrage sur ce sujet-là en urbain. J'en profite pour compléter parce que la question a été posée, puisqu'on partage aussi une grande nouvelle aussi en ce BIMworld. Et dès le mois d'avril, donc dès la fin du mois d'avril, on sera en capacité de pouvoir générer des livrables réglementaires pour accompagner toutes les agences d'architecture qui nous suivent et aller encore plus loin sur la chaîne de valeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'en avais une ou deux. La première, c'est là, vous avez montré du coup une approche très finalement faisabilité. Dans ce cas-là précis, vous étiez que urbaniste. Je sais que dans d'autres cas, vous avez aussi déployé cette approche-là, dans lequel vous étiez et urbaniste et peut-être aussi archi sur peut-être un îlot en particulier. Comment se fait la continuité d'une faisabilité morphologique vers après une approche de conception purement bas carbone, comme vous le faisiez aussi sur les Gables 2 par exemple? Oui, je pense que ce qu'on a montré dans le retour d'expérience aujourd'hui, c'est qu'il y a un niveau de détail qui peut être progressif. Et on sait qu'on va travailler aussi avec des marges. Donc on prend, quand on est en phase amont, évidemment, on va travailler plutôt avec des hypothèses.
Et d'où l'intérêt en effet de pouvoir varianter, d'étudier un grand nombre d'hypothèses différentes en fonction de modes constructifs ou de matériaux, mais aussi sur la question de la morphologie, donc qui peut amener éventuellement les urbanistes à revoir leur fiche de l'eau. Surtout qu'il faut comprendre que sur les projets d'urbanisme, on se déploie sur un temps très long, et donc on va plutôt viser des projets qui vont sortir en RE potentiellement 2028, seuil 31. Et donc la morphologie et le choix constructif deviennent des questions critiques. Sur nos projets d'architecture, on peut avoir à répondre à parfois à des seuils qui anticipent un peu la réglementation. Mais là, c'est notre capacité à aller tout de suite dans le détail et à maîtriser nos choix et à aussi pouvoir les justifier et les porter vis-à-vis d'un maître d'ouvrage, avec une grande compétence, je dirais, sur cette question-là, je pense, qui a été démontrée dans les relations qu'on a pu avoir avec nos maîtres d'ouvrage. Et justement, sur cette relation-là, est-ce que vous aviez un retour d'expérience? Parce que comment réagissent du coup vos clients, vos partenaires, quand vous arrivez avec ce type d'outils? Est-ce que vous avez un retour d'expérience à partager un peu là-dessus? Oui, je crois qu'ils sont souvent surpris parce qu'ils ne s'attendent pas forcément à ce que ce soit des architectes qui portent ces sujets-là. Donc c'est vrai que le réflexe, c'est peut-être de penser qu'il va falloir confier la mission à un bureau d'études environnementales. Et donc ils sont surpris par notre capacité de réaction. Donc pour donner un cas concret sur un projet en concours qu'on a fait récemment, on était capable de faire une mise à jour quotidienne en fait du calcul ACV. On animait des réunions avec le maître d'ouvrage et en direct on montrait quel était l'impact si on changeait tel ou tel matériau, en sachant que tout ça est connecté à la maquette BIM. Donc c'est aussi une des différences quand on travaille en morphologie simple, schématique. En urba, en archi, on va se connecter le logiciel à la maquette et à la modélisation. Et là, on est également extrêmement précis et pertinent. Et donc, je pense que ça suscite un peu de surprise. Et c'est une surprise agréable pour les maîtres d'ouvrage. Et là, du coup, ça fait 2 ans maintenant que vous avez passé un peu le virage. Vous avez pris ce virage, du coup, d'intégrer du coup cette compétence de façon finalement assez progressive. C'est quoi le ROI, du coup, pour l'agence de ces 2 ans un peu de progression? On a vu du coup forcément dans le retour d'expérience aussi de Zaineb qu'il y avait énormément aussi d'éléments très précis, vraiment un discours aussi d'ingénierie environnementale qui était vraiment présent. Au-delà de la maturité, de la connaissance et de la compétence, quel est le retour sur investissement pour une agence comme ADMA? Je pense que quand on mène ce genre de mission, on est plutôt convaincant vis-à-vis de nos clients. Et donc, en fait, on est capable tout simplement de porter cette mission et de se faire payer en fait pour ce travail, que ce soit vis-à-vis d'un aménageur. Je l'ai dit tout à l'heure, on a fait une première mission AMO, et donc souvent c'est aussi nous qui proposons cette démarche parce que les maîtres d'ouvrage ou aménageurs n'y pensent pas forcément. Donc nous sommes aussi à l'initiative là-dessus. Mais c'est tout simplement notre capacité à porter des nouvelles missions auxquelles nos clients n'avaient pas forcément pensé. C'est juste une question concrète. Par exemple, cette étude que vous avez fait en morphologie, une fois que vous avez une première maquette BIM, c'est plutôt du coup techniquement avec le logiciel, comment vous switchez sur votre partie morphologie à la partie étude BIM avec Time to BIM? Très bonne question, et pour y répondre, je vous propose de venir à notre stand du coup sur le Construction Tech. Donc là, on rentre dans le détail produit, et donc voilà, on sera ravis de pouvoir vous en dire davantage. Merci à toutes et tous, et très bon VMworld.